merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux à cette soirée à la base qui est organisée par Arrêt du nucléaire 34. Donc on est très heureux d'accueillir Stéphane Lhomme, qui est militant antinucléaire à l'association Tchernobyl, il vous en parlera peut-être, à Bordeaux, association qui fait partie du collectif national Arrêt du nucléaire. Bon, il est aussi chroniqueur dans le journal La Décroissance, vous avez peut-être lu certains de ses articles, et il est surtout directeur de l'Observatoire du nucléaire, que vous pouvez trouver sur internet, observatoiredunucléaire.org. Voilà, où il y a beaucoup d'articles passionnants sur les aventures et les déboires du nucléaire. C'est bien parce que comme il se passe toujours quelque chose. Voilà, donc on a souhaité inviter Stéphane pour parler, on va parler de pas mal de choses, du nucléaire aujourd'hui. Le titre c'est Nucléaire et démocratie, parce que ce qu'on souhaite c'est débattre aussi avec vous. Donc Stéphane interviendra pendant une quarantaine de minutes sous la forme d'un diaporama, on filme l'intervention et puis après on aura un échange avec vous. Et puis vers 8h30, si vous voulez, on vous propose de boire un coup et de partager quelques petites agapes qu'on a apportées. Donc quelques mots sur Arrêt du nucléaire 34, qui est une association. On tient des réunions mensuelles, 2 fois par mois, au centre Ascasso de Routy, qui est rue Henri René. On s'intéresse, bon on n'a pas centrale nucléaire dans l'Hérault, vous aurez remarqué, donc l'installation nucléaire la plus proche d'ici c'est l'usine de Malvézy près de Narbonne où on intervient beaucoup, on pourra vous en parler si ça vous intéresse, de la surveillance, de la vigilance, des actions, etc. On s'intéresse aussi aux anciennes mines de l'Odève et puis on essaie d'informer, on tient des tables à la fac de sciences, à la fac de lettres, on organise des soirées comme ce soir. Donc si vous êtes intéressé, voilà, le stand est à l'entrée. Florence et Jackie sont là-bas. Si vous souhaitez recevoir nos informations, vous pouvez vous inscrire sur la liste sympathisants. Et puis voilà, il y a des brochures, des informations. Et vous pouvez aussi nous soutenir si vous le souhaitez, voire adhérer et si vraiment vous avez 12 €. Sans plus tarder, je vais m'asseoir, passer devant la caméra et je passe la parole à Stéphane. Donc merci Anne, merci Arrêt du nucléaire 34 pour l'invitation, merci à la base de nous recevoir, merci à ma chérie de m'accompagner jusque dans les coins les plus reculés de France. C'est nous, ça. Voilà. Et donc, écoutez, on entend beaucoup parler en ce moment de relance du nucléaire, peut-être qu'on va avoir plein de réacteurs qui vont pousser, donc voilà, nucléaire stop ou encore, voire même encore plus, si on nous en fait plein. Eh bien, je vous propose d'étudier la question. Donc voilà, vous pouvez voir une tour de refroidissement qui symbolise l'industrie nucléaire à elle seule, et le panneau stop, je pense que tout le monde comprend le message, et donc la réponse c'est que stop au nucléaire, le nucléaire ne va pas se développer. Voilà, je vous remercie, on peut passer aux questions. Vous voulez un peu plus d'explications? Bon, alors on y va, c'est parti. Donc voilà, on ne voit pas très bien, mais c'est un point d'interrogation. Quel avenir pour le nucléaire en France et dans le monde? Voyons voir ça. Alors cet été, c'était formidable, on a eu une campagne de propagande absolument invraisemblable sur la plupart des antennes et des journaux. Vous voyez cette journaliste d'Europe 1 qui ne manque jamais de soutenir alors tout ce qui est horrible, les pesticides, les méga-bassines, le nucléaire bien entendu. Et là, elle nous faisait évidemment, elle reprenait cette affaire de cette jeune militante qui s'est réveillée un jour en se disant que le nucléaire c'était génial. Et donc, chronique sur Europe 1, Géraldine Wessner, elle a du Point, elle, et de BFM aussi, alors elle est pour tout ce qui est horrible. Et donc évidemment, elle a repris encore cet écolo de 18 ans qui défie Greenpeace et les antinucléaires. La voici, Yann Hanstout, une Greta Thunberg pro-nucléaire qui s'attaque à Greenpeace et qui explique que pour sauver la planète, il faut absolument être pour le nucléaire. Alors c'est formidable parce qu'elle a eu une illumination et immédiatement, miraculeusement, tous les médias du monde, enfin beaucoup en tout cas, se sont précipités pour l'interviewer, pour faire plein de reportages sur elle. Donc peut-être parmi vous, parmi les jeunes, s'il y en a une ou un qui se réveille un matin en disant « le nucléaire, c'est pas bien, je suis contre », plein de médias vont arriver, vous allez passer dans tous les médias pour dire que le nucléaire, c'est pas bien. Alors non, évidemment, donc
on comprend bien que, bon, elle a sûrement peut-être des convictions personnelles, mais en tout cas, que c'est une grosse machine médiatique et d'information, on va dire, partielle, qui s'est mise en place pour expliquer que même les jeunes maintenant étaient pour le nucléaire et que le nucléaire c'était l'avenir de la planète. Là voilà encore, alors là dans le Figaro, alors dans Transition et énergie, Greenpeace se fissure, même il paraît que même chez les écolos maintenant, il y en a plein qui commencent à dire que finalement le nucléaire c'est génial. Même dans Mediapart, regardez, sur le nucléaire, le consensus se fissure chez les écologistes. Même les écologistes commencent à être pour le nucléaire, c'est vous dire. Voilà. Alors depuis le début des années 2020, on a vraiment une grosse campagne qui a commencé là. C'était vraiment l'apogée avec la minette pro-nucléaire. Et voilà, regardez un article de LCI, TF1, nucléaire, le retour en grâce. Alors c'est un titre formidable parce que on le retrouve partout. Le retour en grâce du nucléaire. Alors le nucléaire retrouve de l'énergie, là ils ont oublié grâce. Le retour en grâce du nucléaire. Le retour en grâce du nucléaire dans l'humanité, donc ils précisent civil, parce qu'ils sont pour, mais ils sont contre l'arme atomique. Mais ils ont quand même la formule, le retour en grâce du nucléaire. Et justement, regardez dans les échos, là c'est encore assez récent, c'est 2023, en énorme, le retour en grâce du nucléaire. Tous les médias se copient les uns les autres, c'est le retour en grâce. Le nucléaire n'était pas aimé parce que, entre autres, il y a eu Fukushima, bien sûr, il y a 12 ans. Mais là, ça y est, c'est fini, on peut oublier Fukushima, c'est le retour en grâce. Tout le monde aime le nucléaire, même les jeunes. La revanche de l'atome, vous voyez, des fois, parfois ils changent un peu le titre. Voilà, et donc, il faut dire qu'en décembre 2020, dans les usines du Creusot, qui appartiennent à Areva, devenu Orano, eh bien, Emmanuel Macron a annoncé la construction de 6 à 14 nouveaux réacteurs EPR, fameux réacteurs nucléaires français. Et donc, voilà, c'est le nouvel âge du nucléaire. Donc, les articles se multiplient pour évidemment, expliquer tous les avantages du nucléaire sur toutes les questions. Alors, dans l'opinion, journal ultralibéral financé par Madame Bettencourt, même après sa mort, jusqu'à 100 000 emplois s'annoncent dans la relance du nucléaire. Relance du nucléaire, la France ouvre le chantier du siècle, carrément, quoi, dans le Figaro Économie. Notre ami le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, donc lance le combat culturel pour le nucléaire. Donc c'est dans toute cette mouvance que ça y est, le nucléaire, maintenant tout le monde dit que c'est bien. Voilà, Agnès Pannier-Runacher qui se voit un destin à la Giscard, puisque donc c'est sous Giscard que le parc nucléaire français actuel a été lancé, et elle, ça y est, elle est la nouvelle Giscard, et donc sous son mandat de ministre de... Alors elle est ministre de quoi? De la transition écologique, je pense, et de l'industrie, un truc comme ça. Et donc, voilà, on va avoir plein de réacteurs nucléaires, alors elle est très très fière, évidemment. Voilà. Et alors, ça se double d'une véritable campagne de négationnisme, on peut dire, hein, sur les problématiques du nucléaire. 0 mort, aucun cancer. Le vrai bilan de Fukushima. Voilà. Donc ça, on peut parler de négationnisme. Le propre directeur de la centrale de Fukushima, au moment de l'accident, qui était sur place, est mort peu de temps après d'un cancer, quelques mois après. Mais on nous a dit que ça n'avait rien à voir avec l'accident, c'est juste le hasard, c'est pas de chance. En tout cas, 0 mort. Vous avez des personnes qui interviennent sur les chaînes de télé, par exemple sur LCI, là, cette personne parti pris, Fukushima. L'atome n'a pas tué, Fukushima n'a tué personne. C'est pas dangereux. Voilà. Plus c'est gros, plus ça passe. Après, on rajoute à ça, l'Assemblée nationale a voté des peines durcies pour les intrusions dans les centrales, puisque de temps en temps, il y a encore les derniers, on va dire, militants antinucléaires qui existent, qui essaient de pénétrer dans les centrales pour faire un peu d'agitation, dénoncer le nucléaire. Donc, avant, ils avaient quelques amendes, maintenant, des peines durcies, on va les incarcérer pour longtemps. Voilà. Il y a aussi le projet de création d'une nouvelle autorité de sûreté nucléaire qui, en réalité, consiste à récupérer l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui est un institut de recherche qui n'est absolument pas anti-nucléaire, mais qui fait quand même
assez souvent son boulot avec des experts qui disent, ben voilà, tel projet d'EDF sur les tuyauteries, sur les circuits de refroidissement, etc. Ça ne va pas, il faut changer ci, il faut changer ça, et qui alimente l'autorité de sûreté nucléaire qui après s'adresse à EDF en disant, vous voyez, l'IRSN a dit qu'il fallait changer des choses. Bon, et donc là, il y a dans cette volonté évidemment de construire des réacteurs nucléaires, le pouvoir a décidé que ça commençait à bien faire et que l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire commençait à fatiguer tout le monde. Et donc, on va carrément l'intégrer dans l'autorité de sûreté nucléaire, en fait le dissoudre, comme ça il ne gênera plus. Et puis, c'est pas le moment de gêner l'industrie nucléaire au moment où elle doit construire 6 à 14 nouveaux réacteurs. Voilà, et puis tout récemment, on a eu des annonces sur les nouveaux tarifs de l'électricité en France à partir de début 2026. Et donc l'économiste intervenant sur les radios et les médias, Jean-Marc Sylvestre, se félicite, une bonne nouvelle, grâce au nouveau prix de l'électricité qui va être évidemment plus cher, même si le gouvernement dit non, non, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être plus cher, mais quand même ça va être plus cher, eh bien ça va permettre de dégager des milliards qui vont sauver le nucléaire français. Et donc voilà, tous ces gens qui sont pour le nucléaire se félicitent, ils sont dans la mouvance du retour en grâce du nucléaire, et donc voyons, et même tout récemment encore, le Parlement européen a fini par intégrer le nucléaire dans la liste des technologies vertes, et donc ce qui ouvre la porte à des financements, à la possibilité pour l'État français de financer le nucléaire. Et donc c'est pour ça que beaucoup de gens maintenant, parmi ceux qui n'aiment pas le nucléaire, et il en reste encore quelques-uns, sont très inquiets. Alors, on voit vraiment que c'est du puissant. Hein. Est-ce que le nucléaire entre vraiment dans une période radieuse? Est-ce qu'on va en prendre pour quelques siècles de plus de nucléaire? Alors je vous propose de regarder toujours le point d'interrogation, l'état du nucléaire dans le monde déjà. Vous voyez où on en est. Donc j'utilise beaucoup ce document qui vient de l'Agence internationale de l'énergie, qui s'appelle Keyword Energy Statistics, qui est publié tous les ans, qui était publié tous les ans depuis des décennies. Je ne sais pas pourquoi, là, 2021, ça a été le dernier numéro. Ils ne le font plus. Bon, donc c'était très intéressant. Vous allez voir, il y a des jolis camemberts qui sont très faciles à comprendre et qu'il n'y a absolument pas besoin d'être un grand spécialiste pour voir un peu comment ça se passe. Il faut juste savoir traduire. Par exemple, oil, c'est pétrole, coal, COL, c'est charbon, gaz, c'est gaz, des choses comme ça. Donc à partir de là, c'est très facile de voir ce qui se passe. Et aussi un autre document qui s'appelle The World Nuclear Industry Status Report, qui est publié par Michael Schneider et son équipe. Ce sont des experts, alors critiques du nucléaire, mais qui font un travail absolument remarquable. Et d'ailleurs, même les gens du nucléaire essaient de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec les analyses, les conclusions, mais ils ne remettent jamais en cause la qualité des travaux qui sont incontestables. Alors, voici la répartition de la consommation mondiale d'énergie. Donc là, coal, si vous avez suivi, c'est du charbon. Oil, c'est le pétrole, donc 40%, hein, 10% de charbon, 40% de pétrole. Gaz, 16%. Tout ce qui est la biomasse, etc., c'est 10%. Et l'électricité, c'est 19,7%. Donc retenez que l'électricité, à ce jour, c'est à peu près 20% de la consommation mondiale d'énergie. C'est-à-dire que l'immense partie du reste, c'est 80%, c'est principalement des choses qu'on brûle, c'est-à-dire du charbon, du pétrole, du gaz, de la filière bois, etc. Et l'électricité, ce n'est qu'un cinquième du problème. Et le nucléaire, jusqu'à preuve du contraire, produit de l'électricité. Donc le nucléaire, il se trouve là-dedans. Donc vous voyez, quand on nous dit que c'est le nucléaire qui, grâce à son importance extraordinaire et le fait qu'il dégage peu de CO2, va sauver le climat, voire la planète, voire l'univers, déjà on peut commencer à en douter quand on connaît ces chiffres, puisque le nucléaire n'est qu'une partie de l'électricité mondiale. Alors voici la répartition mondiale de l'électricité cette fois-ci. Donc voilà, je vous remontre. Hein. Ça c'est toute l'énergie.
Et voici l'électricité. Et l'électricité, lorsqu'on regarde comment elle-même est composée, eh bien elle est composée à nouveau alors, de charbon beaucoup, 35%, de gaz naturel, 22%, d'hydroélectricité, 15%, solaire et éolien, ensemble, ils sont à 12%, autres, c'est les bioénergies, les déchets qu'on brûle, etc. Et le nucléaire, 9,2% de l'électricité. Donc rappelez-vous, l'électricité, c'est que ça, et le nucléaire, c'est 9% de ça. Vous voyez que déjà, cette énergie merveilleuse et extraordinaire qui va nous sauver tous, quand on la regarde vraiment avec les données réelles, on commence à se dire que c'est pas grand-chose. Et bien voilà, voici le nucléaire, là, dans la consommation mondiale d'énergie. On nous dit que le nucléaire n'émet pas beaucoup de CO2, enfin, ils vont même jusqu'à dire pas de CO2, ce qui est faux, mais enfin, c'est vrai qu'il en émet peu, et donc il va sauver la planète, sauver le climat. Petit problème donc, c'est que c'est 1,8% de la consommation mondiale d'énergie. Donc on peut dire qu'actuellement, la contribution du nucléaire en émettant peu de CO2 à la préservation du climat, elle est quasi nulle, très très faible en tout cas. Alors évidemment, vous avez des gens qui disent « Bon, eh bien alors si la part du nucléaire est aussi faible que ça, eh bien il faut la faire augmenter. Faisons des réacteurs nucléaires partout. » Vous reconnaissez Jean-Marc Jancovici, le grand gourou du sauvetage de la planète grâce au nucléaire. Et donc il a fait une BD, alors c'est un petit peu comme l'affaire de la petite fille gamine là, qui un matin s'est réveillée anti-nucléaire et tous les médias sont arrivés. Donc Jean Covici avec un pote à lui, ils font une BD pour dire tout le bien qu'ils pensent du nucléaire. Et il y a eu des milliards de reportages pour dire que cette BD était extraordinaire. Elle s'est vendue du coup évidemment à des quantités astronomiques. Et il paraît que plein de jeunes, après avoir lu ça, sont convaincus que le nucléaire va sauver le climat, la planète, la galaxie, tout ce qu'on veut. Alors, est-ce que ça va suffire? Voyons ça. Alors, le problème pour les adeptes de l'atome comme Jean Covici, c'est qu'ils veulent faire augmenter donc, la part du nucléaire. Le problème, c'est que pour le moment, et depuis longtemps déjà, elle ne fait que décroître. Ça, c'est quand même à savoir, parce qu'on a le grand retour de l'atome, etc. Mais en réalité, ça diminue. Alors voilà, dans le fameux document World Energy Statistics de 2001, vous voyez que la part du nucléaire était de 17% de l'électricité mondiale. Et aujourd'hui, comme on l'a vu tout à l'heure, elle est de 9,2%. 2001-2022. Donc, en une vingtaine d'années, la part du nucléaire dans l'électricité mondiale est passée de 17,1%, ce qui d'ailleurs n'était déjà pas énorme, hein. Ça veut dire que 83% de l'électricité mondiale, c'était pas du nucléaire. Eh bien, c'est passé de 17 à 9. Hein. Donc pour une énergie en plein renouveau et qui va nous sauver, si c'est vraiment elle qui doit nous sauver, on est quand même assez mal barré. Et alors, même tout récemment, la baisse est vraiment encore très rapide, parce que les gens qui soutiennent le nucléaire disent oui, mais c'est à cause de Fukushima, ça a mis un coup d'arrêt, mais heureusement, maintenant c'est oublié, vous avez vu, 0 mort, et donc ça va repartir. Mais non, c'est là, oui. Oui, vous voyez, la baisse, elle est de 2001 à 2022, vraiment continue. Hein, si vous, j'ai pas la courbe, mais c'est vraiment un truc continu. Et Fukushima, c'est 2011. Ça veut dire que pendant 10 ans avant Fukushima, ça baissait, et 10 ans après, ça baissait. Fukushima a à peine augmenté le rythme, mais même vraiment, c'est très faible. Donc c'est vraiment depuis plus de 20 ans que ça descend. Et là, regardez, en 2 ans, là, de 2020 à 2022, on a encore perdu 1% de part. Hein. Donc c'est vraiment très important comme diminution. Alors, la part du nucléaire va-t-elle continuer à descendre, voire on peut dire même à s'effondrer? Parce que là, quand on est passé en dessous de 10, ben, on se dirige vers 5, et puis après, quand on va dépasser 5, après, il y a 0 après. Hein. Donc c'est quand même très embêtant pour les adorateurs de l'atome. Hein. Alors voyons ce que ça va donner. Alors, vous entendez sûrement beaucoup parler de petits réacteurs modulaires, les SMR. Et donc, le sauvetage du climat, de la planète, et puis surtout
quand vous entendez ces gens qui disent on va sauver le climat, il faut entendre on va sauver le nucléaire. Il faut sauver le nucléaire avant tout. Et donc ils disent on va construire partout sur Terre plein de petits réacteurs modulaires, SMR. Alors je vous renvoie vers une excellente tribune publiée dans le journal Le Monde. S'ils voient le jour, les petits réacteurs nucléaires modulaires produiront une électricité ruineuse. Excellente tribune, d'autant plus excellente qu'elle a été écrite par moi, et que le journal Le Monde a trouvé quand même pertinent de publier, c'était en 2021, si je me souviens bien, voilà, le 14 octobre 2021, donc il y a 2 ans. Et là, tout récemment, donc ça date de quelques jours, nucléaire, des petits réacteurs essuient un revers aux États-Unis, mais pas que aux États-Unis, vous allez voir. Donc c'est NuScale, le projet de petits réacteurs modulaires le plus avancé, le seul à être reconnu par l'autorité de sûreté nucléaire américaine, donc le seul qui peut montrer la voie à l'avancée des réacteurs modulaires. Eh bien, ils viennent d'abandonner carrément, parce qu'ils avaient un projet très important, ils avaient réussi à motiver des entreprises et des collectivités territoriales américaines à préfinancer, à se signaler en disant « moi je veux cette électricité pas chère qui va être produite par ce merveilleux réacteur modulaire ». Et donc, sauf que au fil du projet, ils ont commencé à réduire la puissance du réacteur. C'est des petits réacteurs, beaucoup moins gros que ceux qu'on a par exemple en France, hein, et à augmenter le prix que ça allait coûter, jusqu'au moment où ça a dépassé 4 fois plus cher que ce qui était annoncé au départ. Et là, les clients ont dit, ben nous, on se retire, hein, parce que l'entreprise ou la collectivité territoriale à qui on avait fait miroiter une électricité à très bon marché, quand on lui dit, ben, en fait, c'est 4 fois plus cher que prévu, et puis quand ça commence à augmenter 4 fois plus, après, on n'a pas la facture finale. Donc, la plupart se sont retirés, et donc le projet vient de se casser la figure. Et alors comme le note le journal très pro-nucléaire, Les Échos, hein, économique, eh bien c'est un revers très important et qui préfigure ce qui va se passer pour les autres réacteurs modulaires, petits réacteurs, y compris les projets français, c'est qu'ils vont se heurter à la même chose, c'est-à-dire à un prix totalement décourageant, ce qui avait été, c'est là, ce qui avait été annoncé il y a 2 ans. Hein, donc, voilà. Et donc, alors, il faut bien se rappeler que pendant longtemps, on nous a dit, écoutez, construire un réacteur nucléaire, ça coûte très cher, donc il faut faire un très gros réacteur nucléaire. Parce que comme ça, il produira beaucoup d'électricité et ce sera beaucoup plus rentable qu'un petit réacteur nucléaire, parce que même s'il est petit, alors il va coûter moins cher que le gros à construire, mais il y a des coûts fixes sur la construction d'un réacteur, qu'il soit gros ou petit, qui restent les mêmes pratiquement. Et donc, c'est vraiment absolument pas rentable de construire un petit réacteur nucléaire. Donc ça, on le savait depuis très longtemps. Donc il y a maintenant tout cet engouement sur les petits réacteurs nucléaires pour arriver à la seule conclusion possible, c'est que ça va être ruineux et donc que ça ne va pas se développer, évidemment. Vous avez un cas, par exemple, de petit réacteur qui a été posé sur une barge, c'est complètement fou, je sais, par les Russes, et qui l'a amené en Sibérie, en passant par la mer Baltique, pour l'amener dans une bourgade pour des besoins d'extraction de minerais. Donc si vous voulez, ça c'est quelque chose qui est totalement déficitaire, mais qui est délibérément voulu, en se disant on va perdre de l'argent avec ce petit réacteur nucléaire, mais parce qu'il amènera de l'électricité là où on en a besoin pour l'extraction. Mais c'est quelque chose que vous ne pouvez pas développer partout en disant on va produire de l'électricité pour les ménages, pour les entreprises, avec des réacteurs qui perdent de l'argent. À ce moment-là, les entreprises seraient ruinées et les États immédiatement. Donc ça peut arriver de manière extrêmement ponctuelle, comme cette histoire de barge, mais en tout cas, ce n'est pas les petits réacteurs modulaires qui vont sauver ni la planète, ni le climat, et ni l'industrie nucléaire. Alors, ça va encore durer, on en entend beaucoup parler, vous allez en entendre encore parler longtemps, mais enfin, nous on sait maintenant qu'on peut écarter tout ça, et il nous reste les gros réacteurs, comme bien le fameux EPR français, ou l'AP1000 américain. Voilà, ces réacteurs-là qui... alors on va voir un petit peu... Alors déjà, il y a à peu près 400 réacteurs qui sont en service actuellement sur Terre, hein, qui font donc 9% de l'électricité mondiale. Et puis des projets d'en construire d'autres. Alors on va voir ce que ça donne. Donc ça, c'est le fameux document World Nuclear Industry, qui est extrêmement intéressant parce qu'il permet d'avoir des données qu'on comprend très facilement,
mais qui ne sont jamais mises en avant quand on nous dit le nucléaire n'émet pas de CO2, le CO2 réchauffe la planète, donc si on fait le nucléaire, eh ben on va arrêter le réchauffement de la planète. Et après on boit un coup, ça y est, on a sauvé la planète, mais ça prend 10 secondes, c'est du blabla. Mais la réalité, par contre, hein, par exemple, l'âge moyen des réacteurs nucléaires sur Terre, sur les 400 et quelques qui fonctionnent, est de 33 ans actuellement. Et l'âge moyen de fermeture des réacteurs, c'est en moyenne, il y a quelques centaines de réacteurs qui ont été fermés depuis le début de l'ère nucléaire, c'est 27 ans. Alors, c'est vrai que les premiers réacteurs, ceux de première génération, étaient plus archaïques, ils ont duré moins longtemps. Les réacteurs actuels vont durer plus longtemps que la moyenne, mais enfin, ça ferme en moyenne à 27 ans, on est déjà à 33. C'est vous dire que le parc nucléaire mondial, donc les 400 réacteurs et quelques, est entré dans la fin de l'histoire du nucléaire, hein, en gros. Vous avez, ça c'est un document très intéressant parce qu'il a été produit par une association qui s'appelle Les Voix du nucléaire, qui est là pour expliquer à tout le monde que le nucléaire c'est génial. Il y a un ancien un ancien président de l'Assemblée nationale français qui est dedans. Et donc ils ont publié ce document qui revient à se désespérer. Il montre tous les réacteurs qui ferment. 26 réacteurs nucléaires ont fermé entre 2019 et 2022 sur Terre. Donc 5 en Europe, là, 3 aux États-Unis, 7 en Asie, et 8 de plus en Europe, là c'était déjà fait, là c'était en cours, 3 aux États-Unis. Entre-temps, il y a les 3 derniers réacteurs allemands qui ont fermé aussi. Donc ils se désespèrent en disant ils font le total des réacteurs, et nous on trouve que c'est très bien comme document, ça montre tous les réacteurs qui ferment. Quand on n'aime pas le nucléaire, ben c'est très réjouissant comme document, donc merci aux voix du nucléaire. Voilà, et alors d'après World, j'arrive jamais à dire le nom, hein. The World Nuclear Industry Status Report, voilà. Eh bien d'ici 2030, donc c'est très très bientôt, hein, ils ont calculé qu'à peu près 180 réacteurs nucléaires sur Terre vont fermer. C'est gigantesque, il y en a 400 en fonction, donc pratiquement la moitié. Alors certains vont sûrement être prolongés parce que les autorités de sûreté nucléaire accordent des autorisations de prolongation de durée de vie, mais beaucoup de réacteurs ont déjà eu des autorisations de prolongation de durée de vie. Et qui plus est, il ne suffit pas de dire, bon, allez, on vous prolonge de 10 ans ou 20 ans. C'est un échange de travaux extrêmement important et extrêmement coûteux, ce qui fait que d'ailleurs, aux États-Unis, des entreprises ont fait des démarches pour avoir la prolongation de durée de vie. Ce sont des démarches administratives très lourdes qui peuvent durer plusieurs années. Et au bout de plusieurs années, l'autorité de sûreté américaine, la NRC, leur donne le papier en disant « Ok, on vous accorde les 10 ans ou les 20 ans de plus ». Et certaines entreprises ont dit « Merci beaucoup, mais en fait, on ferme. On a fait le calcul et en fait, ça coûte beaucoup trop cher de rénover les réacteurs. On ferme. » Donc, ils ont commencé à fermer des réacteurs. Et si vous voulez, on est arrivé en haut de la colline, là, ça stagne un peu. Et puis maintenant, là, voilà, on est parti dans la grande descente du nucléaire. Et donc, alors, 180 réacteurs d'ici 2030, 2030 c'est dans 7 ans, hein. Donc ça paraît énorme, mais même si c'est que 150, vous imaginez, sur 400 réacteurs en service, c'est un effondrement. On nous dit, regardez, c'est bien la preuve que le nucléaire revient en force, il y a une 50aine de réacteurs en construction sur Terre, principalement en Chine d'ailleurs, et un petit peu dans un certain nombre de pays, et en réalité, 50... Alors, du point de vue antinucléaire, 50 réacteurs en construction, c'est évidemment, ça fait mal au ventre, c'est désespérant, etc. Mais en réalité, sur le plan macroéconomique, c'est dérisoire. Surtout quand on voit qu'il y en a 150 ou 180 qui vont fermer bientôt. Et puis quand on n'oublie pas qu'un réacteur, on sait le moment où le chantier commence, mais on ne sait jamais à quel moment il est terminé, puisque le fameux EPR français à Flamanville, et il a commencé en 2008, il devait être fini en 2012, on est en 2024 bientôt, il n'est toujours pas terminé, il n'entre toujours pas en service. C'est 20 ans de travaux pour un réacteur dont on ne sait même pas s'il va finir par entrer en service. Voilà, donc peu de nouveaux réacteurs vont être construits, hein. Voilà.
Et qui plus est, qui veut mettre de l'argent? Vous voyez le gars là qui jette plein de billets, acheter des réacteurs nucléaires. Ben, pratiquement personne. Par exemple, en Grande-Bretagne, les pensions publiques, là, donc l'organisme c'est Nest, a dit, ils ont fait les calculs, ils ont regardé la situation, ils ont dit mais non, 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 hors de question, on ne donne pas les retraites des Anglais, des fonctionnaires anglais, pour faire des réacteurs nucléaires, autrement ils n'auront pas de retraite, tout ça va couler. Donc ça a été un gros niet, enfin no en anglais, et donc c'est un coup au moral très, très dur pour l'industrie nucléaire britannique et le gouvernement britannique qui comptait vraiment voler en quelque sorte l'argent des retraites pour faire des réacteurs nucléaires, donc ben, pas d'argent, pas de réacteur. Connu ça. Alors, parfois on nous dit, oui, mais heureusement, la Chine fait plein de réacteurs nucléaires, ils vont sauver l'industrie nucléaire. Alors c'est vrai qu'il y a des projets qui vont jusqu'à 150 nouveaux réacteurs nucléaires, donc à nouveau, du point de vue antinucléaire, ça fait mal au ventre, mais à nouveau aussi sur le plan macroéconomique, voici la gueule de l'électricité chinoise, on va le voir en plus grand. Voilà, le nucléaire, alors qu'il y a déjà une quarantaine de réacteurs en Chine, bah, ça fait 4% de l'électricité chinoise. Et à nouveau, rappelez-vous, l'électricité, c'est à peu près 20% du total. Donc le nucléaire, c'est même pas 1% de l'énergie consommée en Chine. Et même si, avec une cinquantaine de réacteurs, même s'ils en font 150, ils arriveront à 3 ou 4% de leur énergie, quoi. Donc quand on nous dit, regardez, peut-être que c'est vrai, le nucléaire a quelques difficultés en Europe, aux États-Unis, mais en Chine, c'est merveilleux. Non, la Chine investit d'ailleurs très très massivement dans les téléphones, la Chine investit de manière extrêmement importante et beaucoup plus que dans le nucléaire, dans les énergies renouvelables qui sont en plein envol, on va voir ça. Hein. Voilà. Donc, alors, et la France? Donc vous pouvez voir, comme vous pouvez le voir, la France est un pays jonché de réacteurs nucléaires. On en trouve presque partout, sauf à Montpellier, bien sûr. Mais on a quand même l'usine de Malvézy. Alors rappelez-vous, il y a quelques mois à peine, la moitié du parc nucléaire à l'arrêt. Donc pour le grand pays de l'atome, ça a quand même été un gros problème, vous voyez. 24 réacteurs en service sur 56, c'est-à-dire, si vous faites la soustraction, 32 réacteurs étaient arrêtés en même temps. Donc en particulier, alors pour différents problèmes, dont un très important, la fameuse corrosion sous contrainte, c'est-à-dire des circuits de refroidissement très importants qui doivent intervenir en cas de situation accidentelle pour éviter que cette situation accidentelle ne dérive en catastrophe nucléaire, donc c'est très important. Eh bien, les tuyauteries étaient fissurées, corrodées. Voilà, donc la moitié des réacteurs à l'arrêt. Le problème pourrait durer des années parce que les travaux, il faut qu'EDF aille voir dans des tuyauteries qui sont très difficilement accessibles. Il faut arrêter les réacteurs, il faut trouver les endroits où il y a des fissures et puis à ce moment-là engager des travaux très importants. Il a fallu faire venir des soudeurs d'ailleurs américains et canadiens parce qu'il n'y a plus les compétences en France. Alors voilà, par exemple, où ça s'est produit, vous voyez, c'est des circuits de refroidissement, il y a de l'eau qui doit circuler là-dedans. Et là, c'est dans ce coude, en particulier, que les fissures se produisent. Et alors, ce qui est très amusant à savoir, c'est que les réacteurs nucléaires français, ceux qu'on trouve les 56 qui fonctionnent en France, sont en réalité américains. Dans les années 70, EDF a payé le droit, les licences, voilà, à Westinghouse, la grande entreprise du nucléaire américain. Et donc, sur les plans de Westinghouse, en payant le droit, les Français ont construit les réacteurs nucléaires qu'on appelle les réacteurs français, mais qui sont vraiment américains. Mais quand même, comme les Français, les ingénieurs français sont toujours plus malins que les autres, ils ont dit on va quand même améliorer certains endroits. Et donc, par exemple, ils ont amélioré là. Ils ont touché à ça. Ils l'ont modifié par rapport au plan de Westinghouse, et c'est là que se produisent les corrosions qui obligent à arrêter les réacteurs. C'est vous dire, quand on nous parle de l'immense compétence des industriels du nucléaire français, s'ils avaient touché à rien, il n'y aurait pas eu cette affaire de corrosion. Enfin, il y a quand même des problèmes très importants de vieillissement des réacteurs nucléaires. Mais c'est vous dire, bon, c'est un petit peu comme les militaires français, chaque fois qu'il y a une guerre, on se fait avoir. Et ben là, chaque fois qu'ils font du nucléaire, ils font n'importe quoi.
Alors en plus, on a eu toute cette affaire de guerre qui continue en Ukraine, avec de temps en temps, on nous dit attention, les bombardements se rapprochent de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Donc ça peut évidemment dériver en catastrophe nucléaire. Alors là, on pourrait se dire que l'opinion publique française allait se dire, ben, nous on a 56 réacteurs, on voit que la guerre, ben, on pensait être à l'abri et des fois elle se rapproche. Et finalement, avoir des réacteurs chez soi, c'est être très en danger, ils peuvent être bombardés, on peut mettre le pays à feu et à sang rien qu'en attaquant les réacteurs nucléaires. Et donc, c'est là où on voit à nouveau les gens du nucléaire comme Le Point, eh bien, se désespèrent parce que la crise, donc avec le prix de l'électricité qui s'est envolé, le gaz russe qui s'est arrêté, ça aurait dû être le moment de gloire du nucléaire français qui allait sauver tout le monde. Et manque de peau, c'est tombé pile au moment où on avait 32 réacteurs arrêtés et qu'il a fallu importer massivement de l'électricité de chez nos voisins, en particulier de chez les Allemands. Qui nous ont sauvés avec leurs centrales qui sont extrêmement polluantes au charbon, mais quand même ceux qui dénoncent les centrales au charbon ne sont pas allés jusqu'à refuser l'électricité allemande, puisque c'est elle qui a sauvé la France pendant des mois et des mois. Alors, voilà, on a été obligé d'importer massivement, même la Tribune, journal économique totalement favorable au nucléaire, l'a reconnu. Voilà, on va avoir des prix qui risquent de tripler, être multipliés. Alors il paraît que pour l'hiver qui arrive, ça devrait aller, mais nos 56 réacteurs sont très délabrés. Il y a eu l'affaire de la corrosion sous contrainte qui n'est toujours pas terminée, mais on va très probablement, inévitablement retrouver régulièrement maintenant des problèmes très importants qui vont obliger à arrêter beaucoup de réacteurs en espérant que ça ne soit pas une catastrophe, hein, bien entendu. Voilà, et donc, comme le dit cette tribune, nucléaire français, un effondrement qui vient de loin. Excellente tribune, publiée par l'excellent magazine Reporter, tribune d'autant plus excellente qu'elle a été écrite par moi, à nouveau, et qui explique que, en fait, l'industrie nucléaire française a péché gravement. On nous a expliqué qu'on a fait ces 56, enfin 58 à l'époque, puisque 2 ont été fermés entre-temps, ceux de Fessenheim. 58 réacteurs nucléaires ont été construits en très peu de temps. On nous a dit c'est un exploit extraordinaire, ce qui est parfaitement vrai du point de vue industriel. Faire 58 réacteurs en très peu de temps, c'était un grand exploit. Le problème, c'est qu'évidemment, ils arrivent tous en fin de vie en même temps. Si l'industrie nucléaire, et c'est ce que j'explique dans la tribune, si elle avait eu l'intelligence de construire son parc nucléaire de façon beaucoup plus étalée dans le temps, eh bien, les réacteurs arriveraient en fin de vie l'un après l'autre, et même, à la limite, on peut penser même qu'à un moment où ils auraient construit le dernier, il aurait fallu commencer à remplacer le premier. Et donc, EDF aurait maintenu ses compétences et le nucléaire aurait malheureusement pu perdurer comme ça, sans tous ces problèmes qu'il a rencontrés. Or, comme je vous ai dit, donc, tout a été construit très vite. Maintenant, les compétences ont été perdues. À nouveau, quand il y a eu des problèmes de corrosion, il a fallu faire venir à grands frais des soudeurs américains et canadiens. Et puis EDF ne sait plus construire de réacteurs nucléaires. C'est ce qui est pour ça que le chantier de l'EPR à Flamanville est un désastre. Voilà. Alors, et donc, malgré ce contexte où il y avait des bombardements près d'une centrale nucléaire, où tous nos réacteurs nucléaires, enfin, la majorité de nos réacteurs nucléaires étaient à l'arrêt, on aurait dû avoir une opinion publique disant bon ben ça suffit, le nucléaire ça marche vraiment pas, ça nous met dans la panade, il faut faire autre chose. Et on se retrouve avec des sondages de 75% des Français qui réclament du nucléaire. Parce qu'on a ce bourrage de crâne en disant heureusement qu'on a le nucléaire, alors que pourtant la réalité était l'inverse, on avait 32 réacteurs arrêtés, et bien on nous disait heureusement on a le nucléaire, et à force de bourrer le crâne, et ben ça marche, hein. Vous savez, les publicités, s'ils font des pubs à la télé, c'est pas pour rien, c'est parce que ça marche. Et bien la désinformation aussi, donc pour le moment on se retrouve avec une majorité de l'opinion publique qui veut du nucléaire. Juste après Fukushima, on avait 6 Français sur 10 favorables à la sortie du nucléaire. Donc vous voyez que l'opinion publique, elle se malaxe, hein, suivant les actualités. Bon, un coup c'est 60% qui est contre, un coup c'est 75% qui est pour. De toute façon, ce n'est pas l'opinion publique qui prend les décisions. Si on était en démocratie, en réelle démocratie, ça se saurait. Donc c'est pas ça qui va jouer, évidemment. Alors,
le nucléaire va-t-il sauver la France ou au contraire laisser la France dans un état déplorable? Alors, novembre 2018, Emmanuel Macron donc, avait annoncé la fermeture de 14 réacteurs nucléaires. Il disait, le nucléaire, c'est dépassé, c'est vrai que c'est une industrie lourde du XXe siècle, qui est une industrie, c'est une industrie de dinosaures. Hein. Donc il disait, bon, on va fermer 14 réacteurs nucléaires. Et après il dit, le même Emmanuel Macron dit, on va faire la construction de 14 réacteurs nucléaires. On regarde, on revient en arrière, c'est le même Emmanuel Macron. Donc la fermeture de 14 réacteurs nucléaires et la construction de 14 réacteurs nucléaires. Alors il avait retenu 14, ça, il a eu beau sur le chiffre, et après il doit dire, mais qu'est-ce que je dois dire déjà? C'est on arrête des réacteurs, on fait des réacteurs. Et en fait, comme la plupart du personnel politique, il n'y connaît rien. Donc il y a évidemment tout un tas de gens de l'industrie nucléaire, de l'école des mines, enfin des gens très importants qui viennent le voir en lui expliquant. Voilà, donc là, il avait peut-être mal compris. Maintenant, il a bien compris, il faut faire 14 réacteurs nucléaires. Bon, il avait 14, c'est de juste, c'est déjà ça. Donc on est parti. Alors on a eu toute une polémique aussi sur... on a manqué d'électricité, on a été obligé d'importer massivement parce qu'on avait fermé la centrale de Fessenheim, 2 réacteurs. Alors imaginez, avec 58 réacteurs nucléaires, la vie était merveilleuse, mais avec 56, c'était catastrophique. On a été sauvé par des pays qui ont 1, 2, 4 réacteurs ou 0, qui nous envoyaient plein d'électricité. Mais nous, vraiment, c'est parce qu'on n'en avait que 56 que tout allait mal. Et on marche sur la tête. C'est bien sur une nouvelle démonstration que c'est pas parce que vous avez 56 réacteurs nucléaires que vous avez plein d'électricité, parce que, contrairement à ce qu'on veut bien nous dire, la plupart des réacteurs sont souvent arrêtés. Alors, voici le réacteur EPR, hein, une nouvelle photo qu'on a pu prendre. On a un projet de loi d'accélération du nucléaire, ils veulent faire des EPR 2. Parce que l'EPR 1, l'EPR, il va très mal, on n'arrive pas à le construire. Donc EPR 2, plus simple, plus facile à construire, moins cher, plus rentable, plus écolo, tout mieux quoi. Ils auraient dû commencer par ça d'ailleurs, par le 2. Enfin, c'est extraordinaire, il suffisait d'y penser en fait. Et donc on va avoir des EPR 2, parce que bon, le PR 1, vous voyez, 19 milliards au lieu de 3 milliards, hein, et c'est pas fini. Hein. Le système de pilotage en cause, les EPR en Grande-Bretagne, comme je vous disais, nouveaux retards, surcoûts, etc. Donc, mais les représentants d'EDF nous disent, c'est parce qu'on a fait Flamanville, donc le PR1, qu'on peut être optimiste sur le PR2. C'est parce qu'on a tout loupé à Flamanville qu'on peut être optimiste. Alors, il ne faut quand même pas oublier qu'on a construit d'abord un EPR en Finlande, c'était à Reva, qui devait entrer en service en 2009 et vient juste d'entrer en service. Et il est très mal, il est souvent arrêté. Mais ça s'est très très mal passé et EDF avait dit, grâce aux erreurs qui ont été commises en Finlande, vous allez voir à Flamanville, ça va se passer nickel. Donc Flamanville a été un désastre, après ils ont commencé à faire le chantier en Grande-Bretagne, et là ils ont dit, grâce aux graves erreurs que nous avons commises en Finlande et à Flamanville, vous allez voir, à Hinkley Point, en Grande-Bretagne, ça va se passer nickel. Donc ça suit évidemment le même cours, et maintenant ils nous disent en gros, ben, grâce aux graves erreurs qu'on a pu faire en Finlande, à Flamanville et en Grande-Bretagne, vous allez voir le PR2, ça va être nickel. Donc ça ne va pas être nickel du tout. Et d'ailleurs, c'est un extrait de la publication trimestrielle de l'Observatoire du nucléaire, l'actualité du nucléaire, il y en a une qui va paraître début décembre, là. Eh bien, on sait déjà que l'EPR2 gardera des tares de l'EPR. Parce que modifier un réacteur nucléaire, ça ne se fait pas comme ça, comme dit Macron, bah, l'EPR marche mal, faites un EPR2, simplifié, tout ira bien. Non, ça ne marche pas comme ça, c'est une complexité extrême, il faut des milliers, des centaines de milliers d'heures d'ingénierie. Et il y a des choses qui n'ont pas pu être réglées dans l'EPR, par exemple des vibrations très importantes dans des tuyauteries dont EDF n'a jamais pu trouver la cause. Et eh bien, on sait d'ores et déjà que ça sera dans l'EPR2.
ils n'ont pas pu ni trouver la cause, ni modifier suffisamment pour que ça disparaisse. Donc avant même que le PR2 existe, on sait déjà qu'il va apporter avec lui un certain nombre de tares de l'EPR1. Donc bon, inutile il est évident qu'on va se retrouver avec le même genre de problématique. Donc comme on a vu tout à l'heure, le Parlement européen a intégré le nucléaire dans la liste des technologies vertes. Voilà, on va avoir des nouveaux prix de l'électricité à partir de 2026 qui devraient sauver le nucléaire français. Mais en réalité, voici un article très long dans Mediapart de Martine Orange, là, donc du 18 novembre, donc c'est tout récent. Une fois que vous avez des belles déclarations, que vous savez, quand il y a des grandes réunions à Bruxelles entre les divers pays, au niveau de l'Union européenne, c'est génial parce que tout est fait pour que chaque dirigeant puisse rentrer dans son pays en disant « nous avons gagné ». Donc le dirigeant allemand rentre dans son pays en disant « nous avons gagné ». Les Français rentrent en disant « nous avons gagné, le nucléaire est accepté », etc. Ce qui est important évidemment, c'est d'aller voir dans tous les alinéas, les choses beaucoup plus compliquées. Les règlements européens sont d'une complexité extrême. Et lorsqu'on nous dit « ça y est, le nucléaire est accepté au niveau de l'Europe, on va pouvoir avoir plein de financements pour les réacteurs nucléaires », c'est complètement faux, ça ne va pas se passer du tout comme ça. Et de toute façon, c'est pas parce que l'Europe l'accepte qu'elle donne l'argent. C'est l'État français qui est censé... Enfin, c'est la France qui est censée se construire ses propres réacteurs nucléaires, et l'État français ne peut pas donner des dizaines de milliards à EDF en disant « allez-y, construisez les réacteurs », parce qu'à ce moment-là, c'est une concurrence totalement déloyale par rapport aux autres industries d'autres pays qui vont produire de l'électricité, et un pays n'a pas le droit de mettre tout son argent public dans une technologie pour détruire les autres énergies, en l'occurrence la production des renouvelables. Donc il ne faut pas se laisser impressionner par les grandes déclarations disant que ça y est, le nucléaire a gagné. Heureusement, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, et puis alors, la réalité, vous voyez, ça date déjà de 2021. L'Agence internationale de l'énergie signale que 90 ou 95%, 90% des nouveaux moyens de production d'électricité sont des renouvelables. Tous les ans. Et même ça augmente encore. C'est-à-dire que l'augmentation des renouvelables, alors, et en plus, voilà, les prix s'effondrent. Alors, vous voyez peut-être pas bien, mais ça c'est les prix du solaire. Ça part de 2009. Hein. Et voilà, regardez, c'est une chute terrible. Donc ça veut dire que les prix sont de plus en plus bas, se rapprochent presque de zéro. L'éolien, c'est pareil, ça baisse. Alors que les prix du nucléaire, c'est en mauve. Eux, ils sont là, ils font qu'augmenter. Le nouveau nucléaire est de plus en plus cher. Les nouveaux réacteurs qu'ils essaient péniblement de construire coûtent des sommes astronomiques. Et le prix des renouvelables a déjà complètement passé par-dessous. Alors, dans l'Union européenne, vous voyez là, ce total, c'est les énergies renouvelables, solaire et éolien. Ça, c'est la production du nucléaire. Donc, le solaire et l'éolien ensemble ont déjà dépassé le nucléaire. Et c'est en train de monter comme ça, quoi. Si on en rajoute l'hydroélectricité, vous voyez que les renouvelables, c'est ça, le nucléaire est déjà totalement dépassé, même dans l'Union européenne, alors que c'est le continent le plus nucléarisé avec les États-Unis. Et voilà la courbe de la progression des productions. Alors, c'est pas seulement des pourcentages de progression des installations, c'est vraiment la production concrète d'électricité. Le solaire et l'éolien ensemble, c'est ça. Dans le monde. Voilà, vous voyez la tête de la courbe. Et voilà notre pauvre nucléaire qui stagne au niveau de sa production. Ce qui fait, comme on l'a vu au début, que le pourcentage du nucléaire, quand le nucléaire stagne alors que les autres énergies montent, la part du nucléaire, elle, ne fait que décroître. Donc vous voyez, c'est un mouvement absolument irréversible et d'une rapidité exceptionnelle. Hein, même l'Agence internationale de l'énergie l'a dit, c'est la révolution qui est complètement en cours et qui va évidemment noyer le nucléaire. Et voilà. Et on va terminer avec la donnée qui va être fatale. Ça, c'est la production d'électricité d'une journée.
du petit matin jusqu'à minuit. Et donc vous voyez au milieu, cette grosse boule jaune, c'est la production de solaire. Le solaire est en train de se développer partout sur la planète, de manière extrêmement importante. Et vous voyez, la production nucléaire, elle est stable comme ça, parce que, bon, sauf quand les réacteurs vont mal, bon, ils produisent, le parc nucléaire produit quelque chose de stable. Sauf qu'en journée, vous allez avoir, alors au fur et à mesure que le solaire va croître, et comme on l'a vu, c'est comme ça, en journée, vous allez avoir cette boule jaune qui va être gigantesque. Alors évidemment, comme le disent toujours les gens qui soutiennent le nucléaire, il n'y a pas de soleil la nuit, donc on voit que la nuit et le matin, il n'y en a pas beaucoup, et le soir, il y en a moins, et puis après, il n'y en a plus. Mais vous allez avoir partout, maintenant, de plus en plus, et de façon irréversible, des productions en journée d'électricité solaire tellement massives et à un tarif dérisoire, qui fait que la rentabilité du parc nucléaire, qui est déjà extrêmement faible, va être totalement laminée. Un parc nucléaire ne peut pas s'en sortir en étant rentable la nuit et un peu le matin, un peu le soir. Déjà que le nucléaire a de très gros problèmes de financement, il va être complètement laminé par ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le solaire, hein, l'éolien aussi, lorsqu'il produit de manière très importante, ça fait des productions massives à des tarifs très faibles qui font que, par exemple, le fameux EPR finlandais, qui vient juste d'être mis en service avec 14 ans de retard, eh bien, à plusieurs reprises, ils viennent de l'arrêter, les Finlandais, parce que il y avait, sur le nord de l'Europe en particulier, des productions massives d'électricité renouvelable à un tarif dérisoire, ce qui fait qu'ils ont été obligés carrément d'arrêter leur EPR, qui produisait une électricité beaucoup trop chère. Et donc ce phénomène va se produire de manière de plus en plus importante, ce qui fait que avoir un parc nucléaire, maintenir un parc nucléaire, et qui plus est, construire de nouveaux réacteurs nucléaires, à supposer qu'EDF arrive à les construire, retrouve des compétences et de l'argent, c'est quelque chose qui est amené de manière inévitable à se casser la figure sur le plan de la rentabilité, qui va être totalement laminé par les renouvelables. Donc, c'est là où on peut revenir au début, si ça veut bien. Non, ça veut pas. Ça réfléchit. Ah, voilà. Eh bien, c'est ce que je vous avais dit, on aurait pu en rester là. Donc, vous voyez la tour de refroidissement qui symbolise l'industrie nucléaire et le panneau sens interdit qui signifie un grand stop. Alors, c'est pas parce qu'on n'aime pas le nucléaire que le nucléaire va s'arrêter. C'est pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire principalement des raisons industrielles et financières qui font que c'est une industrie totalement dépassée, avec des réacteurs qui posent des problèmes de plus en plus gigantesques et de financement aussi, et qui fait que l'avenir de la planète, alors je ne sais pas si quelqu'un ou une industrie va sauver le climat, en tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est que ça ne sera pas le nucléaire. Donc, par contre, tant qu'il y a des réacteurs en service, même si, vous l'avez vu, la part du nucléaire finalement est assez faible, il y a des véritables dangers très importants, les déchets radioactifs, les risques de catastrophes. Donc, en gros, on peut dire que le nucléaire va mourir et il n'a pas d'avenir, mais tant qu'il existe, il fait des problèmes gigantesques et nous met gravement en danger. Donc, c'est une très bonne raison de rejoindre ADN 34, les autres mouvements anti-nucléaires. Voilà.